Bonjour à tous. L'UMP au secours du département. La défense du département, c'est en tout cas l'objectif de l'opposition en organisant cet après-midi toute une série de tables rondes, un colloque consacré au département au Sénat dans la salle Clémenceau. Il faut dire que l'échelon départemental a du plomb dans l'aile. Au mois d'avril dernier, Manuel Valls, tout juste nommé Premier ministre, lors de son discours de politique générale, avait annoncé la suppression des conseils départementaux pour 2021. Alors depuis, face à la fronde des élus locaux, notamment dans la majorité, l'exécutif a lâché du lest. Si l'on a bien compris qu'il n'y avait pas de changement de braquet pour l'instant pour les départements urbains, il en est tout autrement pour les départements ruraux, dont les conseils départementaux devraient être préservés, mais dont les compétences devraient être simplifiées. Tout de suite donc, direction la salle Clémenceau pour une table ronde organisée donc par l'UMP, consacrée au département, à un échelon essentiel au niveau territorial, avec notamment l'ancien ministre et sénateur UMP Charles Pasqua et le député Henri Guénaud. Et dire qu'évidemment, après un professeur aussi illustre, célèbre et bon orateur, hein, j'espère ne pas vous ennuyer. En tout cas, pour ne pas vous ennuyer, j'ai décidé d'être iconoclaste. Je crois que notre ami Éric Doligé a entrepris, c'est un petit peu comme, tu vois, des bâtons qu'on aurait habillés d'un drap, qui seraient les départements défunts, et que tu commences à bouger. C'est un petit peu l'opération d'aujourd'hui. Est-ce qu'on peut encore réactiver ce déjà mort? Alors là, oui, c'est oui, si vous voulez, on peut le dire comme ça aussi. Alors, Éric, on se connaît depuis très longtemps. J'apprécie énormément tes visions, ta capacité d'action, et je suis très fier d'être à tes côtés aujourd'hui pour effectivement parler, et donc de façon iconoclaste. Philippe Marini disait tout à l'heure qu'on a lancé un truc comme ça dans la société, c'était le millefeuille. Et on ne sait pas si c'est la gauche ou la droite qui a lancé le ballon du millefeuille. Bon, je me tairai là-dessus. Enfin, le ballon a été lancé. Puis évidemment, c'est un ballon qu'il fallait à tout prix réformer, amaigrir. Et c'est comme ça qu'on en est venu à dire, mais est-ce que c'est les départements, les régions? Ben, il faut dire que ça fait 15 ans que ça dure, cette question. Néanmoins, il a été lancé, ce ballon. Et je dois dire que je suis... Oh, est-ce que ça vaut la peine de dire que je suis terriblement inquiet? Mais quand je lis dans Le Point, d'il y a un peu plus de 15 jours, une interview du président de la République qui commence comme ça: « Je veux des barons sous surveillance », c'est le titre, et qui ensuite dit, moi, écoutez, c'est le comble de l'infâme ou de l'infamie politique, que d'oser dire cela. Parce que le propos est le suivant. Très simplement, c'est un petit paragraphe comme ça, et dans lequel on fait dire à M. Hollande que finalement, il faudra donner plus de pouvoir politique à ces 13 nouvelles régions. On le sait de quelle couleur politique elles seraient aujourd'hui. Je ne sais pas encore de quelle couleur elles seraient demain, mais en tout cas, on leur donnerait plus de pouvoir politique. Cependant, et en même temps, on viderait les conseils généraux, les départements, de leur substance pour les faire disparaître, mais en même temps, on insufflerait aux préfets des départements un maximum de transferts vers les préfets en termes de pouvoir administratif et donc régalien. Jamais je n'aurais même espéré pouvoir lire ça d'un haut responsable politique, parce que c'est la démonstration qu'en fait, on est dans cette matière noire parisienne, matière noire sous la forme quantique, vous savez, les astrophysiciens, la matière noire qui pèserait 85% maintenant de la masse de l'univers, hein, mais que personne n'a pu encore caractériser, déceler, voir, mais elle pèserait quand même 85% de la masse de l'univers. Bien dans cette matière noire, finalement, il peut se passer des choses tout à fait, mais hallucinantes. Et il termine en disant que, finalement, ces préfets, tout puissants dans le département, donc on retrouve la permanence du département quand même, eh bien, seraient en fait ceux qui contrôleraient les nouveaux barons provinciaux. Je ne sais pas à qui ça doit faire plaisir, mais en tout cas, le raccourci politique est saisissant. Et ça veut dire quoi? Mais quand c'est le chef de l'État qui le dit comme ça veut dire quoi? Que je remets l'administration d'État, que nous connaissions certains peut-être dans les années 60 encore, où en fait, l'élu n'avait rien à dire. Et le peuple non plus. Le peuple était
un consommateur soumis, de la gentillesse de l'administration. Bon, alors si c'est ça l'avenir de notre débat, tu as bien fait, Eric. Hein. Mais c'est insupportable. Et on revient un peu plus au thème, et je prendrai juste, alors pardonnez-moi, pourquoi le référendum a échoué en Alsace? Parce que c'était cela qui a été perçu globalement par la population. On n'a pas su. J'ai été co-rédacteur, on n'était pas nombreux, d'un véritable projet pour la région Alsace, pour l'Alsace, où à aucun moment donné on ne faisait disparaître la circonférence départementale. Mais ça n'a pas plu. C'est pas ça qu'on voulait en haut, dans cette matière noire parisienne. Et c'est pour ça que le peuple a compris et a rejeté ce qui n'était pas un projet, mais un modèle qui devait permettre effectivement aux millefeuilles de maigrir. Malgré, dans mon canton par exemple, où les gens me connaissaient, la proposition de projet pour le Conseil d'Alsace a fait 2/3 des voix pour. Mais pour le reste de la population, où l'élu n'était peut-être pas assez convaincu, peut-être n'avait même pas compris, peut-être participait à cette, comment je veux dire, fantaisie nationale, de dire, voilà, il faut millefeuille, il faut le maigrir, quoi. Les gens ne comprenaient pas. Et on retrouve la proximité du département. Maintenant, pour effectivement, ici on est nombreux à être président de conseils généraux, je crois, ou des acteurs de conseils généraux, on sait combien. Au-delà de l'action sociale, et je ne rentrerai pas dans ce débat, parce que nous le connaissons bien, nous nous sommes rencontrés aussi il y a longtemps déjà, M. Sanchez, mais au niveau des communes, des partenariats avec les intercommunalités et les communes, en fait, les départements sont le maillon pertinent pour apporter à quasiment toutes les collectivités, hors les très grandes agglomérations, toute l'ingénierie nécessaire à déployer toute une série de compétences. Alors ça peut aller des barrages, tiens les barrages, on transfère aux communes semble-t-il. Hein. Ben, je veux bien voir une commune qui s'occupe de barrages, hein. Enfin, bon. D'hydrologie, de l'eau potable, de l'assainissement, etc., etc. Le département est là, l'endroit idéal pour effectivement mutualiser une ingénierie. Et ça va tellement loin. Alors, ce n'est pas du tout pour chanter notre gloire à quiconque, hein, parce que beaucoup le font. L'idée de se demander si dans un département, par rapport à la proximité qu'il exerce avec les territoires, s'il peut, le département, sortir des périmètres de pouvoir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Vous voyez bien que la taille des intercommunalités est un enjeu. Enfin, semble-t-il. 20 000, dit-on maintenant. Moi, ayant beaucoup vécu aussi, parce que j'ai 31 ans de vie locale, publique locale, ça marque, hein. Surtout quand on est maire d'une ville moyenne dans une grande agglomération, où chacun veut bouffer l'autre. Enfin, vous connaissez tous ces rituels. Et donc, connaissant bien cela, je m'étais dit, si tu veux faire de vrais partenariats avec le territoire, il faut essayer de sortir des luttes de pouvoir. Parce qu'une intercommunalité ou une commune, c'est un lieu où s'exerce du pouvoir. Est-ce qu'on ne peut pas trouver quelque chose de plus pertinent? Et c'est comme ça qu'on a distingué 2 ans de travaux quand même, hein, d'études. On a trouvé pour le Haut-Rhin 7 territoires de vie. Je les ai appelés comme ça parce qu'ils n'étaient pas, ce terme n'était pas encore labellisé dans la nomenclature de... Ça va, je ne suis pas trop long, Eric? Et donc on a fait ces 7 territoires de vie, 750 000, chaque territoire de vie est à peu près de 100 à 120 000 habitants, mais qui est pertinent parce que la population s'y reconnaît, éprouve le partage de 2 ou 3 ou de une centralité. Et c'est dans ces territoires de vie qu'on rencontre régulièrement les maires, les adjoints, les conseils municipaux, les présidents des différentes intercommunalités, qu'elles fassent 3 000 ou 150 000, voire 250 000, on les rencontre. Et ensemble, nous discutons dans ce que nous avons à faire ensemble, dans l'aide à la commune, dans tout ce qui est l'ingénierie, dans tous les domaines. Nous discutons, nous faisons des choix, nous priorisons et nous signons un contrat. On a eu une première génération de contrats de 2007 à 2011, de 2009 à 2013. On vient de signer fin 2013 pour 2014-2019
cet nouveau contrat de territoire de vie où tout le monde signe à l'unanimité, mais il n'y a pas un problème. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas dans des luttes d'ego, de pouvoir. On dit voilà quelles sont les enveloppes disponibles, qu'est-ce qu'on peut faire et comment les programme-t-on. Et quand on aborde la question comme ceci, on se rend même compte, alors là c'est incroyable, on se rend même compte que les moyens sont plus réellement, les moyens financiers ne sont plus réellement le problème. À partir du moment où on se regarde, où on regarde ce que l'autre fait, où on essaie de décider ensemble ce qu'il y a de plus important à faire en termes de services ou d'équipement du territoire pour la population, les choses se dénouent. Et comme ça, alors c'est pas anodin quand même, hein, parce qu'on a augmenté progressivement la taille des enveloppes. Hein. Ce sont tout de même pratiquement 1 milliard d'euros sur les 6 ans à venir, qui sont effectivement stratégiquement réservés et consacrés aux différentes enveloppes pour les projets stratégiques. Et qui concernent pas seulement une commune, pas seulement 2, qui concernent le territoire de vie concerné. Alors, il est évident que quand vous faites... Et alors, je pourrais encore en citer des... Il faut quand même, j'en cite encore un et je conclus. Par rapport à un département qui est effectivement dans la stratégie de la proximité et qui arrive à la mettre en œuvre, et qu'en plus de ça, il a des voisins, et c'est là où je suis le plus heurté, qu'il y a des voisins avec lesquels nécessairement il doit travailler. Et pour le Haut-Rhin, je dis que c'est un peu spécifique, mais il faut que je vous le dise. Nous avons les plus puissants du monde à côté de nous, je dirais avec nous. Il y a la Suisse, hein, qui est le pays le premier en tout, quoi. Directement avec la Suisse alémanique, hein, avec comme capitale Bâle, mais qui est à 20 km de moi, où je connais tous les responsables politiques avec lesquels on travaille, où on a un euro-airport, un aéroport binational, seul au monde, qui a été créé il y a 65 ans, et que maintenant Bercy s'acharne à nous démonter. Je ne peux pas rentrer dans tous les détails, hein, mais c'est inqualifiable. Mais ils s'en tapent. Ils s'assoient sur les 10, 15, 20 000, 25 000 emplois qui sont là, en imminence d'être supprimés. Et c'est tout le problème de la France. Quand je vois ça, et nos amis suisses le disent, les Allemands aussi, hein, pareil, hein, quand on voit cette instabilité qui devient consubstantielle de la France, constamment renforcée, il n'y a plus de lisibilité. Les entreprises ne lisent plus leur avenir. Alors en plus de ça, au niveau trinational ou supranational, ça devient invivable. Au point que j'ai parfois honte de dire avec mes voisins, alors ça c'est quand même un comble, hein, pour un Alsacien, j'ai parfois honte d'être français, hein, parce que quand on a l'incapacité d'agir. Donc, et je clôt, à travers ces différents exemples, hein, combien la blessure peut être profonde de voir matraquer son travail, son territoire, sa population. Quand on me dit fermer Fessenheim, aujourd'hui, on entend les plus hautes autorités d'EDF dire qu'il manquera 3000 mégawatts. Nous, on s'est acharné à le dire en territoire, notamment aux commissions d'enquête parlementaires. Mais non, mais que racontez-vous? Mais non, il n'y aura pas de déficit. Nous ouvrirons cela, nous fermerons cela, etc. Aujourd'hui, ils doivent dire qu'il y aura 3... Alors, bon, mais ça c'est vraiment... Je ne pouvais pas ne pas le dire en passant aussi. Mais le problème dans cette affaire, c'est que la puissance de la France, elle est faite de ses territoires. Et c'est le maillage de ces territoires qui fait qu'on peut tout retenir. C'est tellement beau de savoir affiner ses fromages, élever ses vins, savoir dire la proximité dans la qualité de la vie qu'on veut partager. C'est ça la puissance. Et c'est ça qui produit des richesses. Donc de nous voir ainsi bafoués, et c'est pour ça que je fais peut-être certains l'ont lu, hein, un genre de tribune dans le monde, hein, qui s'appelait le local bashing, quoi. Ça fait un peu d'écho, puisque même un ministère actuel là a souhaité m'en parler un peu comme ça pour voir quand même. Et je dois dire que l'histoire du ballon lancé sur le terrain de jeu, le millefeuille comme ça, hein, ils le prennent positivement dans certains cabinets en disant bah ouais, on a jeté ça. Puis finalement, maintenant, c'est les départements ruraux et les métropoles. Gérer un pays de cette manière-là, c'est assurément le casser. Et donc, pour revenir au Conseil d'Alsace, nous avions ce projet, 3 chapitres, son organisation, et notamment la
préservation des conférences départementales. Nous avions les projets stratégiques nécessaires au territoire alsacien en concertation avec l'État. Et nous avions effectivement la capacité à travailler avec nos voisins et de trouver en fait des transferts de pouvoir normatifs et réglementaires. Mais tout ça, ça n'a pas plu à la matière noire. Bon, là je suis exprès un petit peu, hein, voilà. Enfin, voilà, j'en reste là, hein, si vous avez des questions. Mais je dois dire, parce que je vois notre ami sénateur Larcher, vous savez, vous avez été attentif et je vous en remercie. Mais il y en a eu tellement qui avaient besoin d'un bouc émissaire qui porte la responsabilité de l'échec de ce référendum qu'ils m'ont trouvé, parce que je défendais un projet et pas une méthode qui tendait à anéantir. Et donc, c'est un peu ça. Il semblerait que ça m'aurait même coûté la voie vers le Sénat. Mais c'est pas grave, je suis un territorial, vous l'avez tous compris. Merci, Président, pour ces propos. Je n'ai pas trouvé iconoclaste, j'ai trouvé plutôt réaliste, n'est-ce pas? Et c'est bien d'être iconoclaste contre les casseurs. Alors, Henri Guénaud, cher Henri, dans cette illisibilité, dans cette matière noire qui nous entraîne vers l'abîme, où sont les lumières? Merci. J'ai bien écouté mon ami Charles Büttner. Je pense que nos conclusions ne divergent pas trop, mais les prémices risquent d'être un peu différentes. Donc, je veux dire par là que, d'abord, pour moi, les années 60, c'est pas un mauvais souvenir. Pas seulement parce que j'étais très jeune et que j'avais à l'époque encore la vie devant moi, mais enfin parce que la France ne se portait pas si mal, ni de ses institutions, ni de son organisation territoriale. Il y avait le plein emploi, la croissance. Il m'arrive parfois, je demande aux présidents de conseils généraux de boucher leurs oreilles une seconde, il m'arrive parfois de me dire que quand le préfet était exécutif de l'Assemblée départementale, bon. Voilà, je fais un peu de provocation, mais... Non mais... Rassure-toi Philippe, je ne vais pas proposer d'y revenir, en tout cas, pas tout de suite. Je voudrais faire une deuxième observation un peu iconoclaste à mon tour, c'est que depuis le début des années 80, nous avons enfin la décentralisation. Les régions, l'autonomie des collectivités locales, on a même rajouté l'autonomie de gestion, qui est devenue un principe tellement constitutionnel que presque plus rien imposé aux collectivités. Vous avez remarqué que depuis, la France se porte beaucoup mieux. La croissance est là, le plein emploi est là, on produit de la richesse partout, productivité augmente, la créativité, enfin... Bon, le problème de l'instabilité de nos institutions, il est d'abord dans la tête de nos élites défaillantes, et là je mettrai dans le même sac, un peu à la fois nos élites nationales et nos élites locales, parfois nos élites universitaires aussi, mais je ne dis pas ça pour vous, monsieur le professeur. Bon, parler de la Suisse, on n'a pas beaucoup changé l'organisation territoriale de la Suisse depuis qu'elle a réussi à se débarrasser des Bourguignons et des Autrichiens, enfin des Habsbourg. On n'a pas beaucoup changé l'organisation territoriale de l'Allemagne, ni des États-Unis. En fait, l'organisation territoriale, elle est liée à l'histoire, d'abord. Et quand on en parle et quand on y touche, on n'aborde pas un problème technique, on aborde un problème éminemment politique, culturel, identitaire. Qu'est-ce que cela peut faire qu'il y ait des petits et des grands États aux États-Unis, qu'il y ait de petits linders et de grands linders. Parfois ce sont des villes, c'est le produit de l'histoire, mais il y a de tout petits linders et de très grands linders en Allemagne. Est-ce que ça empêche l'Allemagne d'être un État prospère? Alors la France,
a aussi sa propre histoire. Un de nos collègues s'est levé dans l'hémicycle, pourtant en général très défenseur des identités locales, au début de la discussion sur le projet de loi du gouvernement. Il a dit, mais je ne comprends pas, nous n'avons pas la même histoire que l'Allemagne, que l'Espagne. Nous ne sommes pas un pays fédéral. Et nous ne voulons pas le devenir. Ce serait tout simplement renier ce que nous sommes. Donc, mon cher Charles, ce qui me choque le plus dans la remarque du président de la République, c'est pas sous surveillance, c'est le mot baron. Mais nous avons mis tellement de temps à nous débarrasser des principautés. Sommes-nous réellement obligés de les réinstaller? Car le premier problème aujourd'hui, ce n'est pas les libertés locales, c'est l'autorité de l'État. Qu'avons-nous fait de notre État? Qu'allons-nous en faire dans l'avenir? Regardez dans quel état on l'a mis. Oh non, il n'y a pas à craindre que nos amis socialistes, avec l'aide de quelques-uns de nos propres amis, fassent disparaître les libertés locales. C'est plutôt l'État républicain. Mais comme héritier d'un vieux rêve capétien qu'ils vont absolument s'efforcer de faire disparaître. Il m'arrive d'avoir quelques débats un peu difficiles avec même parfois mes propres amis quand on aborde par exemple la question de la charte des langues régionales. Alors je suis très content que les Alsaciens soient attachés à l'alsacien, comme moi provençal, je suis attaché au provençal. Enfin de là à permettre à nos concitoyens librement d'utiliser dans leur vie publique et privée leur langue régionale ou minoritaire, il y a quand même une marge. Si vous voulez, ce qui me frappe, c'est que dans tous ces débats, c'est la confusion qui domine. Confusion intellectuelle, confusion politique, confusion technique. Tu parlais du millefeuille. Bon, c'est bon, le millefeuille. Non, mais c'est ce genre d'image totalement absurde. D'ailleurs, ceux qui en parlent le plus aujourd'hui, qui veulent le réduire, sont ceux qui ont ajouté 2 couches. Hein, on n'en avait pas assez, c'était déjà, paraît-il, étouffant. Il y avait trop de communes, les départements, les régions. On a rajouté les métropoles et on a rajouté les intercommunalités. Alors c'est bien, les intercommunalités, tu parlais de 20 000. Et chez nous, c'est 200 000. On a même failli en faire une. On s'est arrêté au dernier moment à 800 000. 800 000. Mais Gérard le sait. Voilà. 200 000, vous... extraordinaire. Alors évidemment, si on fait des intercommunalités considérables, le pauvre département va se sentir un peu coincé entre la grande région et la grande intercommunalité. Bon. Mais dire qu'il s'agit d'un problème d'efficacité est une tromperie. On rajoute sans arrêt, enfin ça c'est comme le code du travail, hein. Il n'y a pas un gouvernement, pas une majorité qui arrive en disant, faire un choc de simplification. Est-ce que vous avez une idée du nombre de pages que prend chaque année le code du travail? Je parle des pages consacrées au texte, hein, j'enlève les tables. Je me suis livré à cette petite vérification l'autre jour. Eh bien, en 2003, le Code du travail faisait 2200 et quelques pages, 2280 je crois, pages de code. En 2013, il en faisait 3299, chose comme ça. C'est-à-dire plus de 1000 pages en 10 ans, donc on prend 100 pages par an, droite et gauche confondues. 100 pages par an. Je commence à devenir difficile à manipuler avec je parle du nombre de pages dans la même édition avec les mêmes. Voilà. L'organisation du territoire, c'est pareil. On va simplifier, on va rationaliser, on va réorganiser, on va rendre les structures plus efficaces.
Et puis chaque fois, on sort de là avec un système qui est pire qu'avant. Et ça vaut, encore une fois, pour la droite et pour la gauche. Et est-on vraiment sûr qu'en faisant passer le syndicat des transports parisiens, enfin francilien maintenant, totalement à la région Île-de-France, on a considérablement amélioré le système francilien des transports? Hein, voilà. Il a fallu quand même que ce soit le président de la République lui-même qui intervienne pour qu'on dote la ligne 1 la ligne 1 pardon, du RR de voitures à étage. Voilà, et si l'État n'est pas là de temps en temps pour contraindre la SNCF et les collectivités, enfin la collectivité régionale à faire quelque chose en matière de transport, il ne se passe absolument rien. Bon. Donc notre problème, d'abord, c'est de savoir dans quelles conditions l'État peut exercer une autorité et assurer la cohérence de notre territoire. Et c'est une question qu'on n'aborde jamais dans ces débats. Voilà, parce que chacun livré à ses propres ressources et à ses propres compétences n'est pas en mesure d'assurer spontanément la cohésion de notre territoire. Donc il y avait de l'aménagement du territoire. Je me souviens du débat que nous avions lancé avec Charles Pasqua dans les années 90, du temps d'Édouard Balladur. Et on avait séparé la question de l'organisation du territoire, de l'organisation politique du territoire, de la question de l'aménagement, proprement dit, du territoire et de l'efficacité de l'action publique. On avait avancé l'idée des pays, mais l'idée des pays, pas du tout celle qui est ressortie des débats et qui a fini par être adoptée, puis ensuite défigurée par Madame Voynet dans le gouvernement suivant. Dans le pays, c'était quoi? C'était la redéfinition de la carte des arrondissements. Donc ça concernait une circonscription, la circonscription administrative, les arrondissements, sur la vieille idée qui avait présidé d'ailleurs à la création de la première carte, c'est-à-dire les pays qui étaient des bassins de vie, ce que tu appelais tout à l'heure des bassins de vie, avec une ville-centre en général, et puis des territoires qui étaient dans l'orbite de cette ville-centre. Et l'idée était la suivante, qui ne me semblait pas une mauvaise idée, finalement assez moderne, on pourra peut-être ressortir un jour, consistait à dire, voilà, on aura un certain nombre d'équipements qui seront au minimum réalisés dans chacun de ces nouveaux arrondissements, ces nouveaux pays arrondissements, redéfinis sur ce qu'est aujourd'hui la réalité des bassins de vie. Hein. On aura un sous-préfet qui sera doté d'un certain nombre de moyens pour contracter avec les collectivités qui sont dans cet arrondissement. Et vous verrez, les collectivités, elles s'uniront, elles coopéreront ensemble parce qu'elles ont intérêt à négocier ensemble. Et petit à petit, on aura une forme de coopération intercommunale, non pas de façon institutionnalisée, mais autour de projets, dans l'intérêt de tous. Était-on obligé, pour favoriser la coopération intercommunale, de créer une institution intercommunale? Non, on pouvait très bien, vous savez, on pouvait très bien continuer de mutualiser des moyens par le biais du système des syndicats de communes, hein, et ça permettait de faire, dans les domaines où ça pouvait être utile, des économies de gestion et d'obtenir les moyens nécessaires que des petites communes n'ont pas toutes seules les moyens d'avoir, sans créer une structure de plus. Mais enfin, ça gêne qui, le fait qu'il y ait autant de communes? Mais ce sont des lieux de vie, ce sont des héritages d'une très très vieille histoire. Il y a des villages qui ont plus de 1000 ans, parfois beaucoup plus, qui ont une identité. Il y a tout un personnel politique local qui n'est pas payé, qui exprime un engagement civique très fort et qui permet de maintenir en vie des territoires qui, sans eux, ne se maintiendraient pas en vie. Donc cette espèce de folie de la rationalisation qui ne rationalise rien du tout devient absolument insupportable. Et le professeur le disait tout à l'heure, mais moi je vais enfoncer le clou, une réforme comme celle qu'on nous propose n'économisera rien du tout. Rien du tout. Ce n'est pas un problème technique, c'est un mensonge. Parce que, prenons les départements, une institution
ne compte pas simplement par les compétences dont elle dispose. Et quand on la supprime, ce qu'elle accomplit ne disparaît pas pour autant. Il va bien falloir que quelqu'un s'occupe des collèges. Il va bien falloir que quelqu'un gère le RSA. Donc tout ça, l'idée que ça sera forcément moins cher et plus efficace, est une hypothèse audacieuse, pour le moins, si tout ça est géré par d'autres. Soit par une grande bureaucratie régionale, soit par une bureaucratie nationale. En réalité, cette institution, au-delà de ses compétences, elle compte par la représentation politique qu'elle exprime. Ce qui est important, ce n'est pas de savoir si le département a beaucoup de compétences ou pas. Ce qui compte, c'est qu'il exprime une représentation politique de territoires et de populations qui, sans cette représentation politique, n'en ont plus aucune. Voilà, c'est pas plus d'ailleurs que le petit village n'a de représentation politique le jour où on le met dans une grande intercommunalité avec 15 autres villages. Donc c'est pas un problème d'efficacité. Et si on veut faire des économies, c'est facile. Je vais vous donner une recette. Vous supprimez les métropoles et vous supprimez les intercommunalités. Voilà, vous avez déjà simplifié le problème et vous organisez la coopération. Mais pas de façon institutionnelle. Moi, je vous donne l'exemple on a parlé tout à l'heure de Lyon, je ne dirai rien sur Lyon, je trouve pas que ça soit une excellente idée ce qu'ils ont fait, mais après, c'est leur... On pourra en reparler à notre moment, mais je parle d'un problème sur lequel moi, je me suis plus particulièrement penché, qui est le Grand Paris. Quand Nicolas Sarkozy a lancé l'idée du Grand Paris avec les 10 équipes d'architectes, il s'agissait de mettre en avant un projet et surtout de ne pas aborder la question des institutions et de la gouvernance qui posait immédiatement la question des rapports de pouvoir, c'est-à-dire exactement le contraire de ce qu'ont fait les socialistes, le gouvernement actuel, avec les métropoles. Ah, ils ont créé un Grand Paris. Hein, pensez que c'est extraordinaire. Ce Grand Paris, c'est Paris intramuros, c'est le département de la Petite Couronne. Ah ben, c'est pas grand, hein. Non mais la métropole, la logique de la métropolisation, c'est une logique ouverte, pas une logique fermée, et c'est la logique de la grande échelle. Donc quand on veut regarder les problèmes de la métropolisation, il faut les regarder pour Paris, à l'échelle du grand bassin parisien, et jusqu'au Havre. Bon, et concevoir des projets à cette échelle-là. Mais on ne va pas faire une grande collectivité qui va de Paris jusqu'au Havre, ou qui va couvrir tout le grand bassin parisien. Non, il faut simplement que comprenne que ces questions-là, ces questions de projet, de développement, elles relèvent de la coopération entre l'État, garant de l'unité et de la cohésion nationale, et les collectivités, ceux qui représentent les citoyens à tous les échelons de la vie démocratique, et que la question du maillage territorial en est une autre, et qui ne se résoudra pas par cette folie rationalisatrice qui consiste à se demander tous les jours si on doit supprimer le département ou la région. Là, on a choisi le pire. Hein. On finira par supprimer le département dans le schéma qui nous est proposé. Si on reste dans ce schéma, on aura créé de très grandes régions. Pourquoi? Plus c'est grand, et plus c'est efficace. Ben, vous savez, en économie, les économies d'échelle, ça existe. Mais il y a un moment où on tombe sur les déséconomies d'échelle. Voilà, la taille, toujours plus grand, c'est pas toujours mieux. Et là aussi, on va faire des économies. Mais vous croyez que les gens de Montpellier, ils vont aller à Toulouse? Non, on fera une antenne régionale à Montpellier. Voilà, parce que l'histoire, la géographie... Bon, s'oppose à cette vision faussement rationnelle. Le pire dans cette affaire, c'est que, oui, monsieur le professeur, il y a de la métropolisation et de la polarisation. Mais pour un pays, pour une nation, ce qui compte dans la compétition mondiale, au-delà même de son problème identitaire et de la conscience de son unité, c'est sa capacité à utiliser le mieux possible la totalité de ses ressources. Si on concentre toute la vie économique, politique, culturelle
dans de très grandes métropoles. Croyez-vous vraiment que la compétitivité, pas ce mot, mais la productivité globale de la France va s'améliorer? Mais non, vous savez, c'est comme lorsqu'on considère qu'on peut faire fonctionner l'économie efficacement avec un tout petit nombre de gens hyper productifs, en laissant de côté tous ceux qui ne sont pas assez productifs et qu'on sent entretenir. Il y a un moment où la productivité des uns ne suffit pas à compenser l'absence totale de production des autres. Ça ne peut pas fonctionner. C'est une vision totalement fausse et de ce que nous sommes et de l'efficacité économique. Il faut utiliser toutes nos ressources dans tous nos territoires, puisque nos territoires sont des ressources. Alors je sais bien, on peut considérer par exemple que les Ardennes, c'est fini. Bon, très bien, on ferme. On ferme, il n'y a pas de raison d'y laisser des administrations, d'y verser des subventions. Et quand on aura perdu tout l'héritage de la culture industrielle et de la culture du travail qu'ont accumulé les habitants des Ardennes pendant des siècles, quand on aura poussé la majeure partie de la population à aller habiter comme chômeurs dans les banlieues des grandes villes, on sera plus riche. On sera plus riche. Moi, vous savez, j'ai toujours été frappé par cette mécanique absurde. On regarde le nombre d'habitants par équipement, ou par administration, ou par médecin, par pharmacie, puis on me dit, ah ben oui, mais chaque fois que le ratio descend, eh bien, on enlève un équipement. Bon. À la fin, c'est sûr, il n'y aura plus personne. Hein. Voilà, la question est toujours la même. Est-ce que nous voulons reconquérir ces territoires ou pas? Parfois, il faut peut-être un peu de volontarisme. S'il n'y a plus de médecins, c'est clair, tout le monde s'en va. S'il n'y a plus d'école, il n'y a plus de famille. Hein, c'est pas comme... Donc si on veut qu'il y ait des gens, il faut peut-être faire un effort pour qu'il y ait des médecins, pour qu'il y ait des pharmacies, pour qu'il y ait des écoles. Et même si au début, il n'y a pas beaucoup d'enfants dans l'école, en tout cas si on la ferme, il n'y aura plus d'enfants du tout sur le territoire. Voilà, et tout ça est mélangé dans une espèce de bouillon de culture, enfin de bouillon, voilà, bouillon d'une culture terrifiant. Moi, j'ai le débat sur la loi de décentralisation est un débat fou. On a mis des gens dans une pièce, on leur a dit vous coloriez des cartes, ils ont colorié, on a sorti ça, on a dit ça va aller beaucoup mieux, il y aura moins de régions, les départements sont condamnés, ça va coûter moins cher, on va être mieux dans la mondialisation. Mais enfin, mais qui peut penser cela raisonnablement? Raisonnablement, je sais bien qu'il n'y a plus que des gens intelligents au gouvernement qui ont fait de grandes études. Plus on les prend avec une longue expérience de la vie, n'est-ce pas, mieux c'est. Mais enfin bon, voilà, c'est typique de tout le reste. Pardon, hein, c'est typique de tout le reste. Voilà, ben oui, en France, on a des départements. Bon, on a fait des régions. Hein, on va pour les régions. On a des communes, je suis très content. On a peut-être autre chose à faire que de passer son temps à bouleverser tout ça. Hein. Occupons-nous de l'aménagement du territoire, occupons-nous de la stratégie économique, occupons-nous de faire des vastes espaces de projets où l'État prendra aussi ses responsabilités. Hein, je vais vous dire, moi je suis très preneur qu'on fasse aussi un projet du grand, comme on avait fait selon notre formule et pas celle d'aujourd'hui, on avait fait le projet du Grand Paris et les architectes avaient fait un travail absolument formidable. Je suis demandeur qu'on fasse la même chose avec le Grand Marseille, par exemple, hein, où on n'arrive pas à faire travailler les gens ensemble, où tout le monde se tape dessus. Hein. En fait, il y a un grand territoire de projet qui englobe, qui fait Avignon, Arles, Toulon, Marseille au centre, Aix. Bon. Mais pas ce qu'on a fait. Parce qu'on a fait là, c'est-à-dire en obligeant les gens dans les mêmes institutions avec des luttes de pouvoir terribles qui ne mèneront à rien, mais juste un projet dans lequel l'État prend ses responsabilités pour organiser une partie du territoire et pour faire en sorte que la métropolisation soit un atout et non un inconvénient pour les autres territoires. Et on pouvait très bien faire Grand Paris, le Grand Lyon, le Grand Marseille, le Grand Lille, mais toujours sous la forme de grands projets, non sous la forme de grandes institutions qui en plus ne seront jamais assez grandes
pour épouser la réalité du phénomène de métropolisation. Voilà. Et là, on a absolument tout mélangé, mais je vous le dis, au-delà de ces débats absurdes sur l'efficacité qui ne sera pas au rendez-vous, sur les économies qui ne seront pas au rendez-vous, il y a quand même ce problème fondamental, c'est que voulons-nous faire de notre pays, de son identité, de sa République? C'est ça la question. Qu'est-ce qui va rester de l'unité nationale si on continue comme ça? Alors, je sais bien, je ne prononce même pas le mot identité, puisque devenu un mot politiquement incorrect. Mais enfin, ah ben oui, la France n'a pas la même histoire que beaucoup d'autres pays européens. Voilà. Mais vous savez, on est fort que quand on est capable de tirer le meilleur parti de soi-même, de sa propre culture, de sa propre histoire, de sa personnalité, de ses propres ressources, de ses traditions, de ses institutions. On n'est jamais très bon dans la compétition en se contentant d'imiter les autres. Merci, cher Henri. Merci de nous avoir démontré que la sottise préside un certain nombre des réformes dont nous parlons ici, ou pire, à la politique même de la France. Je pense qu'il n'y a pas que la sottise, je pense qu'il y a beaucoup quand même. Je pense qu'il y a l'idéologie aussi. Ouais. Voilà, il y a une idéologie en France aujourd'hui, anti-républicaine, anti-État, anti-nation, voilà, qui d'ailleurs se répartit, peut-être pas à égalité, mais enfin quand même assez largement de part et d'autre de l'hémicycle, et que c'est un vrai sujet, voilà, c'est une vraie question à poser, il va falloir y répondre. Voilà pour cette table ronde consacrée à la défense du département et qui s'inscrivait dans le cadre d'un colloque organisé par l'UMP, et notamment par le sénateur UMP Éric Doligé, consacré au département. Vous avez pu notamment entendre Charles Pasqua ou encore Henri Guénaud. L'échelon départemental, il faut dire que c'est un échelon qui a du plomb dans l'aile, depuis notamment la réforme territoriale, mais c'est un échelon auquel tiennent de nombreux élus locaux, qu'ils soient de l'UMP ou qu'ils soient socialistes. Vous pouvez toujours voir et revoir toutes les séances, tous les colloques et toutes les auditions sur notre site sur publicsénat.fr. Tout de suite, c'est 24 heures Sénat présenté par Delphine Girard. Très bonne soirée sur les chaînes parlementaires.